Bonjour à tous et bienvenue sur les enquêtes de Gabon 24. L'affiliation d'Ali Bongo Ondimba a polarisé la société gabonaise ces dernières années. Cette rumeur selon laquelle il aurait été adopté lors de la guerre du Biafra, rumeur validée par les écrits de Pierre Péan, a fortement empoisonné l'élection présidentielle que vient de vivre le Gabon au point d'éclipser les affirmations du principal concerné qui disait avoir été élevé à Alès au sud de la France. Le jeudi 15 septembre 2016, le journal Midi Libre publie une enquête qui révèle que le président de la République gabonaise a bien été scolarisé dans le Gard. Pour plus de détails et de clarté, notre équipe d'enquête conduite par Jean-Pascal Dan s'est rendue dans la région du Languedoc-Roussillon. Sur les traces de l'enfance d'Ali Bongo Ondimba, mesdames et messieurs, voici pour vous les enquêtes de Gabon 24. Montpellier est une commune française située dans le département de l'Hérault, au sud-est de la France, sur un grand axe de communication joignant l'Espagne à l'ouest à l'Italie à l'est, proche de la mer Méditerranée. Montpellier est la 8e commune de France par sa population et la 3e ville française de l'axe méditerranéen après Marseille et Nice. C'est donc d'ici que tout est parti, du moins de ce journal, le Midi Libre, qui, dans sa parution du jeudi 15 septembre 2016, révèle que l'actuel président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Alain Bongo dans son enfance, a bel et bien été scolarisé dans la région entre 1965 et 1967. Quel aura été l'élément déclencheur de cet article? Nous prenons la direction de la rue du Mas-de-Grille à Saint-Jean-de-Védas, où se situe le journal. Celle qui nous accueille n'est autre que Caroline Frolig, 39 ans, salariée du Midi Libre depuis 16 ans, auteure de l'article. Caroline est passée par les agences de Béziers, Alès, Lunel, en tant que responsable et aujourd'hui, elle est reporter régionale au siège. Après salutations et commodités d'usage, Caroline nous explique. Alors ce reportage, il est parti en fait d'une réunion de rédaction toute simple, comme on en a tous les lundis matins. En fait, j'ai un collègue qui est arrivé, qui avait vu qu'il y avait des élections au Gabon et qui a dit « Ah, c'est bizarre, j'ai lu quelque part que le président Ali Bongo, il raconte qu'il a été écolier à Alès. » Donc on était tous assez étonnés parce qu'on est un journal de presse quotidienne régionale et le siège est basé à côté de Montpellier, mais on a une édition à Alès. Et moi-même, je suis alésienne de naissance et j'ai travaillé à Alès et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Donc on a décidé lors de cette réunion d'attribuer le sujet à qui voulait le sujet. J'ai levé la main parce que ça m'intéressait et on est parti à la recherche des traces d'Ali Bongo à Alès. Ça part en fait simplement de cette petite idée-là, vérifier qu'il a bien été ici. Donc je suis allée à Alès forcément, essayer de rencontrer des gens qui pouvaient s'en souvenir. Au départ ça n'a pas été facile parce que ça remonte quand même il y a 50 ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties vivre ailleurs qu'à Alès. Il y a d'autres personnes qui sont décédées. Mais finalement, j'ai réussi à retrouver un premier camarade de classe, puis un second camarade de classe, un troisième. Et aujourd'hui, j'ai rencontré presque, soit téléphoniquement, soit physiquement, presque la moitié des gens qui étaient en classe avec lui à l'époque. Ce qui m'a convaincue des bonnes dates, c'est quand j'ai enfin retrouvé un de ses instituteurs qui s'appelle Monsieur Larguier, qui lui avait une photo personnelle, puisqu'il m'a expliqué qu'il l'avait amenée à la rivière avec sa propre fille. Et donc, les photos étaient dans son album de famille, et avec sa fille sur la photo, il savait quel âge elle avait, donc il pouvait me certifier que la photo avait été prise en 1965. Donc j'ai recoupé les différents témoignages et avec ces témoignages, j'arrive à des dates sur 1965, 1966 et 1967 en termes de présence. Pour avoir bien fait son travail, qui est celui d'informer, après recoupement de plusieurs sources d'informations, après une vérification minutieuse des contenus informatifs à sa disposition sur le dossier, Caroline, qui espérait avoir mis de la lumière sur plusieurs points d'ombre, était loin de se douter que cet article lui vaudrait une volée de bois vert de la part d'une composante du lectorat gabonais, réfractaire à la vérité des faits, adepte du maintien de la population dans l'obscurantisme. Au moment où nous échangeons avec elle, elle se demande encore ce qu'elle a bien pu faire
pour mériter cette campagne de diffamation. Il y a aussi eu des réactions qui sont venues du Gabon, qui étaient un peu... où là j'ai compris à quel point ce sujet-là était polémique dans le pays. J'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment d'insultes, de diffamation, puisque chez nous, en droit de la presse, la diffamation c'est quelque chose de très grave. Donc voilà, j'ai préféré pas y répondre parce que c'était juste des insultes gratuites et j'ai bien compris que le problème était derrière polémique, politique. Et moi au départ, je n'ai rien à jouer là-dedans, quoi. Je suis journaliste à Montpellier, alésienne, et ce qui nous intéressait, c'était juste de retrouver Alain Bongo, qui était devenu après le président du Gabon. Tenant absolument à nous convaincre de la rigueur scientifique qui a guidé son enquête, la journaliste nous fait une liste de ses sources d'information. Et pour parler de sources, ce ne sont autres que les anciens élèves de l'école primaire du plan d'Alès qui ont partagé l'enfance de l'actuel président du Gabon, le premier de cordée, Omar Krim. D'après les informations fournies par notre consoeur du Midi Libre, Omar se trouverait à Palavas-les-Flots, petite commune française du département de l'Hérault. De suite, nous prenons le chemin de cette petite ville méditerranéenne, à l'origine un modeste port de pêche situé à l'embouchure du fleuve Languedocien. Après une carrière bien remplie dans l'hôtellerie et le tourisme, Omar s'est retiré à Palavas-les-Flots, affaibli par plusieurs interventions chirurgicales au niveau des yeux. Bien que fatigué, il n'a pas oublié son copain Alain. Tous deux passaient pour être des marginaux de la classe, l'un étant arabe et l'autre étant noir. Moi à l'époque c'était Alain Bongo. On était assis côte à côte. En classe, c'était un gamin qui travaillait très très bien. Moi j'étais dernier et lui il était dans les premiers et tout ça. Mais bon, on n'avait aucune animosité ou quoi que ce soit. Il jouait avec tout le monde respectait, les enfants, tout ça. Enfin bon, des bagarres, on jouait aux billes, on jouait au ballon. Non, c'était quelqu'un de bien, quoi. Franchement, tout le monde l'aimait. On n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Hein. Moi, mon père, il était fonctionnaire. Et lui, il marquait président de la République. Mais on ne savait pas ce que c'était qu'un président de la République. Hein. On avait 8 ans, 9 ans, on ne savait pas ce que c'était. À part général de Gaulle, à l'époque. Ouais. Qui était le président de la France? Ouais, le président de la France, exactement. Mais personnellement, pour nous, c'était un gamin comme les autres, quoi. J'ai regardé un peu les informations et j'ai vu Ali Bongo. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais non, il ne s'appelle pas Ali Bongo, il s'appelle Alain Bongo. Pour moi, il n'y a aucun souci, hein, je veux dire. Tant qu'il y a la paix au Gabon, pour moi, c'est essentiel, quoi. Si vous rencontrez M. Ali Bongo, vous lui posez la question s'il se rappelle de Omar Krim. À l'époque où il était au CE1 ou au CE2, quoi. À cette époque-là, hein, parce qu'on n'est pas resté très longtemps, parce que lui, après, il est parti et tout. Paris ou je sais pas où, aux États-Unis, tout ça, quoi. Je sais pas où il est allé, quoi. Aujourd'hui, je lui souhaite de réussir dans sa vie, quoi. Enfin, dans sa vie politique. Voilà ce que je souhaite pour monsieur Ali Bongo. Et j'ai toujours dans ma tête Alain Bongo. Après le département de l'Hérault, nous poursuivons notre enquête, cette fois dans le département du Gard. Avant d'atteindre Alès, nous marquons une pause à Anduze, chef-lieu d'un des cantons du Gard dans l'arrondissement d'Alès. La ville est située sur la rivière nommée le Gardon d'Anduze, qui forme là une vallée très encaissée.
Le village est au pied des Cévennes, au contact du plateau calcaire des garrigues languedociennes. C'est là que nous avons rendez-vous avec Didier Charrier. Il est pharmacien. Comme Omar, lui aussi a partagé des années de classe à l'école primaire du Plan d'Alès avec un copain noir appelé Alain Bongo, fils du vice-président du Gabon. C'est un plaisir pour lui de nous relater ces moments de son enfance. Je suis alésien d'adoption depuis l'âge de 6 mois. J'ai fait toute ma scolarité, lycée, école, maternelle, à Alès. Et j'étais dans une école de quartier. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens de couleur, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et donc sur les photos, c'est vrai qu'on voyait beaucoup Alain. C'était un gars qui était discret, qui ne foutait pas sa merde, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui était un gars sans problème, gentil. Il était un peu surprenant, alors peut-être parce qu'il venait d'un pays où il faisait chaud, des fois il arrivait l'été, il était avec un anorak, ou l'hiver avec un petit polo en manches courtes, et si tu disais Alain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'il fait chaud? Ah ben oui, il fait chaud, oui. Ah oui, ben, je vais quitter, ouais. Oh, il fait froid. Ah oui, oui, attends, mais je te prête un gilet. Voilà, donc il était un peu décalé par rapport à la température, on aurait dit. Mais c'était un mec gentil, fait pour ce que j'en ai de souvenirs, parce que ça remonte quand même à 50 ans quand même. Hein. J'en ai 57 et on en avait quoi? On avait 7 ans à l'époque. Et il nous avait dit que son père était vice-président du Gabon. Alors sur le coup, quand tu es gamin, bon, ça te surprend pas outre mesure. Tu réalises pas un peu l'importance de ce que c'est d'être le fils d'un vice-président. Bon, il le disait, il s'en cachait pas. Il n'en tirait pas une gloriole, il n'était pas là à dire « ouais, mon père c'est le président ». Non, non, il dit « ouais, mon père il est vice-président du Gabon ». Et je disais toujours, quand tu discutes après d'anecdotes quand tu es jeune, je disais, moi j'étais en classe avec un gars, il était vice-président, enfin son père était vice-président du Gabon. Bon, les gars, comment ça se fait qu'il est atterri à l'Est? Ah, j'ai dit, il ne m'a pas raconté pourquoi ni comment. Et puis après, j'avais vu que son père était devenu, c'est-à-dire Omar Bongo, son père était devenu président de la République. Dans l'actualité, quand tu regardes à la télé, j'ai dit, tiens, mais c'était le père de mon copain Alain. Et puis après, j'ai su après qu'il n'avait pas pris la suite, entre guillemets, mais qu'il est arrivé président lui aussi, suite, si je me rappelle bien, au décès de son papa. Quand le vieux Bongo est mort, c'est le jeune qui a pris la place. Je savais qu'il était fils du vice-président, à l'époque vice-président. Je dis, ben oui, ça peut être que lui. Surtout que bon, dans ses biographies, on voyait bien qu'il s'appelait Alain Bongo et que comme son père avait épousé la religion musulmane, il était devenu Ali Bongo. Il avait islamisé son nom. S'agissant de l'article du site gabonais d'information en ligne tendant à discréditer l'enquête du Midi Libre sur la base d'une photo que lui, Didier Charrier, aurait datée de 1968, là aussi, le pharmacien a été formel. La photo date bien d'octobre 1965. C'est d'ailleurs ce qui justifie le point d'interrogation. Cette affirmation a d'ailleurs été corroborée par un autre copain de classe, Robert Bola, indisponible lors de notre passage. Après Anduze, Alès, à 40 km au nord-ouest de Nîmes. Située dans le département du Gard, la ville est édifiée dans une boucle du Gardon, dans la plaine au pied des Cévennes. Alès est considérée comme la capitale des Cévennes. Après avoir pris nos quartiers dans un hôtel, nous nous procurons une carte de la ville afin d'aller à la recherche de la rue Voltaire où a vécu le jeune Alain Bongo dans la période allant de 1965 à 1967 et de l'école dans laquelle il était scolarisé. En compagnie de Pierre, notre transporteur et guide de circonstance, nous arpentons les rues de la ville d'Alès. Il faut dire que la ville n'est pas aussi grande que ça, car, au bout d'une heure de recherche, nous retrouvons la rue Voltaire, où s'était installée Odette Perret, cette institutrice missionnaire protestante, après son retour du Gabon en 1946. Selon son neveu, le pasteur Paul Mélande, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, la mission d'évangélisation et d'alphabétisation de sa tante au Gabon s'est effectuée de 1935 à 1946. À son retour dans le Gard, elle prend la tête d'un foyer protestant et y reçoit des enfants
venus suivre leur scolarité. C'est dans ce contexte qu'arriveront les enfants Rahuiri, Léomba, Bongo, Fanguinoveni et bien d'autres jusqu'aux années 70. Le pasteur Land, qui était âgé de 10 ans à ce moment-là, aujourd'hui il en a 63, ne nous a pas caché qu'il lui arrivait de jouer avec ces jeunes Gabonais dans le jardin de cette maison de la rue Voltaire. Incroyable, mais vrai, nous sommes bel et bien sur le site qui abritait cette vieille bâtisse où l'actuel président de la République du Gabon a passé une partie de son enfance. C'est désormais une maison répondant aux normes d'architecture moderne qui se dresse au même emplacement avec d'autres occupants. À 2 rues de ce site se trouve l'école primaire du Plan d'Alès. Toujours selon le pasteur Paul Emélande, sa tante, Odette Perret, s'était installée rue Voltaire du fait de la proximité avec cette école. L'établissement scolaire jouxte un bâtiment abritant des élèves de classe de maternelle. C'est d'ailleurs avec les orientations de la directrice de la maternelle, au fait du dossier, que nous accédons à l'établissement. Cette dernière a pris soin de nous montrer avec exactitude les classes dans lesquelles se trouvait l'actuel président du Gabon. Au-delà des travaux de réhabilitation et de rénovation effectués au fil des années, l'armature principale de l'établissement est restée la même. C'est ici, dans cette école, que le jeune Alain Bongo a été scolarisé entre 1965 et 1967. En 1973, Alain Bongo devient Ali Bongo du fait de la conversion de sa famille à l'islam. Sur quoi reposent alors les assertions contenues dans Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages du Gabon, cet ouvrage du journaliste français Pierre Péan, paru en 2014 aux éditions Fayard, qui font passer Ali Bongo Ondimba pour un enfant venu de l'ex-province nigériane du Biafra et adopté par feu Omar Bongo Ondimba. À cette question, Pierre Péan, selon Caroline Frolig, est resté évasif. Pierre Péan et son livre. Au départ, moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette polémique qui existait. Je l'ai découvert au fur et à mesure en me renseignant, en faisant des recherches sur Internet. Et donc, j'ai trouvé normal d'appeler Pierre Péan pour comparer les résultats que j'avais trouvés avec ce qu'il avait trouvé lui et en parler. Donc, je l'ai appelé, il était très étonné de ce que j'avais trouvé, puisque effectivement, il m'a dit que ça venait en contradiction complète avec ce qu'il avait trouvé lui, mais qu'il restait persuadé de ce qu'il disait, qu'il allait continuer à chercher. Voilà ce qu'il m'a dit. Après, voilà, moi, mon enquête de terrain, au départ, elle était juste pour retrouver Ali Bongo. Et puis, au final, je me suis aperçue qu'en retrouvant Ali Bongo, ça remettait en cause toute la thèse de Pierre Péan. C'est quelque chose que je n'imaginais pas du tout au départ. Je suis payée par mon employeur qui s'appelle Midi Livre. Je suis un CDI, contrat à durée déterminée en France. C'est-à-dire que je suis salariée de mon journal. Et non, c'est l'une des accusations que j'ai reçues sur Internet. Non, en France, on n'achète pas les journalistes. Dans le souci d'être nous-mêmes fixés sur le sujet, nous décidons de joindre Pierre Péan au téléphone pour solliciter un rendez-vous. Allô? Allô, bonjour, monsieur Péan. Oui, Je suis monsieur Jean-Pascal Ndong, journaliste gabonais en service à la chaîne de télévision Gabon 24. oui. Je suis dans la région de Montpellier et Oui. je vous appelle pour éventuellement voir si vous pourriez me donner un rendez-vous. J'aimerais confronter l'article qui a été publié par Midi Libre et le contenu de votre livre. Vous avez, je suppose, vu ce qu'avaient fait des Gabonais sur la photo, sur la photo qui est retrouvée sur Copain d'avant. Oui. Vous l'avez, ça? Oui, j'ai vérifié cette information et j'ai même rencontré celui qui avait cette photo. Il avait mis un point d'interrogation en se demandant si c'était en 1968. Et je lui ai parlé personnellement, c'est monsieur Didier Charrier. Il a été formel, c'était en octobre 1965. Je l'ai interviewé.
formel, on peut se tromper. Hein. Ben, en tout cas, il a été formel. C'était en octobre 1965. Bon, bah écoutez, moi, c'est pas la peine qu'on aille davantage. Hein. Moi, je reste convaincu il me faut plus de preuves pour que je change ma conviction. Voilà. Vous pourriez éventuellement me donner ce rendez-vous pour que on en discute pour une interview? Bah, j'ai pas envie de revenir là-dessus. J'en ai tellement plein le cul de recevoir des coups, moi, que ça va, quoi. J'ai mon compte. Hein. J'ai mon compte, j'ai 5 procès avec le Gabon. Ça va, donc écrivez ce que vous voulez et dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais moi, je reste convaincu de mon histoire. Bon, et une seule personne ne me fera pas changer d'idée. C'est pas un seul témoignage qui me fera changer d'idée. Malgré quand même la rigueur du travail qui a été fait par Madame Caroline Frolig? Écoutez, je viens de vous répondre. Elle peut avoir toute la rigueur de la terre. Si quelqu'un me dit, une seule personne me dit que c'est en 65, alors que j'ai vu les photos, jusqu'à maintenant les photos qui étaient datées de 68, pour le moment, ça ne me convainc pas. Voilà. Et donc, j'ai pas envie d'en discuter davantage. Personnellement, j'ai été à Alès et M. Charrier, je l'ai rencontré en Anduze. Et c'est au cours de cet entretien qu'il m'a clairement dit que c'était en octobre 65. Vous êtes journaliste. Oui. Vous n'allez pas... quand on fait une enquête, c'est pas une seule personne qui peut vous faire transformer votre opinion. J'en ai rencontré 3. Ouais. Bon, ben écoutez, écrivez ce que vous avez à écrire. Moi, j'ai rien à dire. Je dis que pour le moment, je n'y crois pas. Voilà. Bien, je vous remercie. Pour le moment, je ne change pas d'idée. Pour le moment, je ne change pas d'idée. Bien, Monsieur Pierre Péan, je vous remercie. Je vous en prie. Comme on peut le constater à travers cet échange téléphonique, le comportement de Pierre Péan et le contenu de ses propos dénotent à eux seuls d'un aveu de culpabilité. Malgré les faits, malgré tous les témoignages, Pierre Péan est resté sur sa position qui ne repose que sur une intuition. Ali Bongo Ondimba a toujours dit la vérité sur son enfance, au plus fort de cette polémique lancinante sur sa filiation, et cette enquête vient de le prouver. Aujourd'hui, il demeure désormais indispensable d'éloigner ces mercenaires de la plume, dont le rôle principal est la destruction des États africains, avec la complicité d'autres Africains en mal de notoriété, disant lutter pour de meilleures conditions existentielles de leurs concitoyens, en réalité responsables de leur aliénation. Voilà, alors Jean-Pascal, vous rentrez de France, vous êtes allé enquêter sur l'enfance du président de la République. Comment s'est déroulée cette enquête et quel regard peut-on avoir aujourd'hui sur cette question de filiation du chef de l'État? Il faut déjà dire qu'aucune enquête n'est facile. Nous sommes allés en France, et pour être précis, au sud de la France, dans la région du Languedoc-Roussillon. Nous avons atterri à Montpellier, et de Montpellier, nous avons organisé notre enquête en sachant qu'on devait tourner dans la région parce qu'il fallait, à partir de la rencontre avec notre consoeur du Midi Libre, rencontrer les anciens condisciples de classe du président de la République, qui sont plus ou moins éparpillés dans la région. Quel regard nous pouvons jeter? Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous avons rencontré des personnes brillantes par une sincérité avérée. D'aucuns, nous l'avons entendu ici et là, avaient spéculé sur le fait que c'est une enquête qui avait été commanditée. Il n'en est rien du tout. Et d'ailleurs, vous venez de suivre le reportage, notre consoeur du Midi Libre l'a clairement spécifié. C'est des personnes sincères que nous avons rencontrées. Nous n'avons eu aucun souci
à rencontrer ces personnes, à discuter avec ces personnes, sauf pour celles qui étaient absentes au moment de notre passage à l'Est. Alors aujourd'hui, Jean-Pascal Non, les témoignages que nous avons regardés en disent long. Finalement, que dire du contenu du livre de Père Péan qui a largement contribué à alimenter cette rumeur sur l'affiliation du chef de l'État? Un journaliste qui fait une enquête, qui écrit un livre et qui est sûr de ce qu'il a écrit ne nous répond pas, comme vous l'avez entendu. Ça a plutôt été des échappatoires. Alors, comment pensez-vous que Pierre Péan, pour se justifier, lors de notre échange, me renvoie à un article qui a été fait par un site d'information du Gabon en 2016, alors que son livre paraît en 2014. Ça veut dire qu'il n'a aucun justificatif. Il est dans une situation aujourd'hui où lui-même réalise qu'il a altéré les faits, qu'il a altéré la vérité. Et aujourd'hui, il a été contraint d'être même grossier dans ses réponses, façon de dire en fait qu'il n'avait rien du tout pour étayer son argumentaire. D'accord. Alors, au cours de votre enquête, est-ce que vous êtes interrogé pourquoi Alès et pas une autre ville de France? Alès, il y a un lien, effectivement, entre Alès et le Gabon. Le lien s'appelle Odette Perret. Odette Perret, c'est une missionnaire protestante, institutrice, qui a été au Gabon et précisément à Lambaréné, aux côtés du docteur Albert Schweitzer. Et elle a officié au Gabon entre 1935 et 1946. Ça veut dire qu'elle a tissé des liens au Gabon. Elle repart en France en 1946, donc à Alès, et toujours dans sa mission d'alphabétisation, d'évangélisation, elle ouvre un foyer, elle prend la responsabilité d'un foyer protestant pour accueillir des enfants qui vont suivre leur scolarité. Et avec ces liens qu'elle avait tissés au Gabon, c'est comme ça en fait que les premiers Gabonais commencent à aller à l'Est, y suivre leur scolarité. Et c'est dans ce contexte qu'Alain Bongo, à l'époque, arrive en 1965 à l'Est et il y reste jusqu'en 1967. Alors, avec cette enquête que vous venez de réaliser, peut-on considérer aujourd'hui que le sujet sur l'affiliation du chef de l'État est définitivement clos? Ben, écoutez, moi je pense que ce sujet était déjà clos et je voudrais vous dire que ceux qui se sont prononcés sur la question ont eu tort d'avoir raison trop tôt. Parce que lorsque les premières décisions de justice ont été rendues ici, en faveur d'Ali Bongo Ondimba, et lorsque la Cour constitutionnelle a validé la candidature d'Ali Bongo Ondimba, parce que justement, il y a des actions qui avaient été initiées pour que cette candidature soit invalidée au motif qu'Ali Bongo Ondimba avait des problèmes, des soucis de filiation. Mais malgré cela, cette candidature a été validée. À partir de là, le sujet a été clos et aujourd'hui, les éléments qui sont contenus dans cette enquête réalisée au départ par le journal Midi Libre sont venus simplement conforter le fait que le débat n'avait plus lieu d'être. Au-delà de notre enquête que nous sommes allés réaliser sur place, ce journal qui n'avait aucune raison de venir au secours d'Ali Bongo Ondimba. Ce journaliste que nous avons rencontré était beaucoup plus obnubilé par le souci de prouver qu'effectivement, au Gabon, le président de la République de ce pays a bel et bien séjourné dans son enfance dans sa région parce qu'elle-même, elle est alésienne de naissance. Voilà, chers téléspectateurs, ici s'achève ce numéro des enquêtes du Gabon 24, lequel, on espère, vous a pleinement édifié sur cette polémique. Restez sur Gabon 24, l'information continue.